Compte rendu de la 94e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 10 juillet 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 94e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'accélération de la réforme de l'inspection générale du travail. Le président de la République est déterminé à voir l'inspection générale du travail jouer pleinement son rôle, essentiel pour garantir le respect de la législation sociale, promouvoir le travail décent, protéger les travailleurs, prévenir les conflits sociaux et améliorer le climat des affaires. Cependant, cet instrument d'État fait face à des insuffisances institutionnelles, organisationnelles, financières, logistiques et opérationnelles qui limitent son efficacité ainsi que sa capacité à assurer pleinement ses missions sur l'ensemble du territoire national. Considérant les orientations données lors du lancement du programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, Debout Jeunes Congolais, il y a nécessité de concrétiser la modernisation de l'inspection générale du travail qui s'inscrit dans son ambition de bâtir un État protecteur, garant d'une économie compétitive et d'un marché du travail formel, attractif et respectueux des droits de travailleurs comme des employeurs. Pour y parvenir, le président de la République a instruit le gouvernement, sous la coordination de la Première ministre, de faire de la réforme de l'inspection générale du travail une priorité. À cet effet, le ministre de l'Emploi et du Travail, avec le concours du vice-premier ministre, ministre du Budget, du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, du ministre des Finances, ainsi que de tous les autres services concernés, est chargé de prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'application effective du cadre juridique régissant l'inspection générale du travail, notamment en renforçant son autonomie administrative et financière et en parachevant son organisation. Garantir une rémunération conforme au statut des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que la mensualisation régulière de leurs avantages. Accélérer la modernisation, les rajeunissements et la digitalisation de l'inspection générale du travail, notamment à travers la promotion de l'excellence, la dématérialisation des procédures, la mise en place d'outils numériques des contrôles et d'une base nationale des inspections. Renforcer les capacités techniques des inspecteurs par un programme permanent de formation et de spécialisation adapté au secteur stratégique de l'économie, harmoniser les pratiques de contrôle et de sanctions afin de garantir la transparence, la sécurité juridique des entreprises et l'égalité des traitements sur l'ensemble du territoire national. Proposer toute mesure administrative, réglementaire, budgétaire et organisationnelle propre à assurer les fonctionnements efficaces et durables de cette institution. Sous la coordination de la Première ministre chef du gouvernement, une feuille de route assortie d'un calendrier précis de mise en œuvre des responsabilités des administrations concernées et d'indicateurs de performance devrait être soumise au Conseil des ministres dans les meilleurs délais. Le président de la République attend du gouvernement des résultats rapides et mesurables afin de doter notre pays d'une inspection générale du travail moderne, crédible et performante, capable de contribuer efficacement à la protection des travailleurs, à la formalisation de l'emploi, à l'amélioration du climat des affaires et au renforcement de l'état de droit social. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'amélioration du climat des affaires dans les secteurs miniers et la mobilisation des recettes publiques. Saluons les efforts engagés par les administrations compétentes pour renforcer les recettes de l'État et améliorer la conformité fiscale, parafiscale et douanière des opérateurs miniers.
le président de la République a rappelé la nécessité pour que cet impératif de marche de consolidation des finances publiques ne devrait en aucun cas compromettre les efforts constants visant à améliorer les climats des affaires et à renforcer l'attractivité de notre pays. Cependant, cette compétitivité du secteur et attractivité des investissements tendent à être affectées par la multiplication de contraintes administratives et financières, notamment les saisies récurrentes des comptes bancaires, les scellés, l'instabilité des prélèvements fiscaux et parafiscaux, occasionnant ainsi la hausse des coûts d'exploitation. Pour y remédier, le président de la République a rappelé que les recours à ces mesures dans les procédures de recouvrement doivent être légalement justifiés. Ces mesures doivent donc conserver leur caractère exceptionnel, proportionné et intervenir dans le strict respect des procédures prévues par la loi. Notre ambition demeure de bâtir un secteur minier compétitif, transparent et créateur de valeur durable. Cela suppose un environnement juridique stable, des décisions administratives prévisibles et surtout un dialogue permanent entre l'État et les opérateurs économiques, a-t-il martelé. Cela est d'autant plus bénéfique et urgent pour que le secteur minier, qui est l'un des principaux piliers de notre économie, continue à contribuer de manière déterminante à la création des richesses, à l'attraction des investissements, à la mobilisation des recettes publiques et au financement de notre développement. Dès lors, les vice-premiers ministres, ministres de l'économie nationale, le ministre des Finances, celui de Mines, ainsi que l'ensemble des administrations fiscales, douanières et parafiscales ont été instruits de veiller au respect rigoureux des procédures légales avant toute mesure de contrainte à l'égard d'un opérateur économique, en privilégiant les dialogues, la notification, la conciliation et les autres mécanismes des règlements prévus par les textes. Le ministre des Finances a particulièrement été invité à sensibiliser les administrations concernées à l'effet de privilégier une approche conciliant la préservation des intérêts du Trésor public, la continuité des activités économiques et la sécurité juridique des investissements. Enfin, le cadre a été appelé à maintenir le cadre de concertation avec les acteurs du secteur minier et du secteur privé au travers de la Fédération des entreprises du Congo et d'autres corporations patronales privées afin d'identifier les contraintes susceptibles d'affecter la compétitivité de notre industrie et de proposer les réformes appropriées. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de mettre fin à la présence des militaires et policiers dans les sites miniers pour renforcer la gouvernance du secteur minier. Le président de la République a commencé par rappeler l'importance stratégique du secteur minier pour le développement économique de notre pays, ainsi que de l'impérieuse nécessité de renforcer la gouvernance, la transparence et la crédibilité sur les marchés internationaux. Saisi de la présence récurrente et persistante des militaires et d'éléments de la police nationale sur certains sites miniers à travers le territoire national, il a rappelé l'interdiction stricte de toute occupation ou tout envahissement de ces sites d'exploitation minière par des militaires ou des éléments des forces de sécurité, en dehors des missions légalement autorisées ou expressément ordonnées par les autorités compétentes dans les limites de leurs objectifs. Une telle situation entretient de perceptions négatives sur la gouvernance de nos ressources naturelles, fragilise les mécanismes de contrôle, favorise les circuits illicites et compromet les efforts déployés par le gouvernement en faveur d'une exploitation responsable, transparente et conforme aux standards internationaux. Pour le président de la République, il est donc hors des questions de laisser de tels agissements préoccupants porter gravement atteinte à l'autorité de l'État, à l'image de notre pays, à la crédibilité des réformes engagées dans les secteurs miniers, ainsi qu'à la confiance des investisseurs et des partenaires nationaux et internationaux. Car la militarisation illégale de sites miniers entraîne notamment la privation de la jouissance paisible des droits miniers par leurs titulaires légitimes, l'insécurité dans les zones d'exploitation, les actes d'intimidation, des tracasseries et d'extorsion à l'encontre des services de l'État, des opérateurs miniers ainsi que les communautés locales, la perturbation
des chaînes d'approvisionnement et des traçabilités des minerais et les développements des réseaux de fraude, de contrebande et d'enrichissement illicite. Dès lors, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, les chefs d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que le commissaire général de la police nationale, chacun en ce qui le concerne, de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre définitivement fin à toute forme de militarisation illégale des sites miniers sur l'ensemble du territoire national, et ceci avec exécution immédiate. À ce titre, a-t-il insisté, ils veilleront notamment au retrait immédiat des militaires et autres hommes en uniforme présents illégalement sur les sites miniers, à la cessation de toute ingérence des forces de défense et de sécurité dans les activités minières, à la sécurisation des sites conformément au cadre légal en vigueur, ainsi qu'au démantèlement des réseaux de fraude et d'exploitation minière illégale soutenus ou protégés par des hommes en uniforme. Des sanctions exemplaires devraient être prises à l'encontre de tous ceux qui y sont de manière irrégulière, a martelé le président de la République. Par ailleurs, subsidiairement à ces instructions données lors de la 87e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement a été invité à renforcer les mécanismes de contrôle, des certifications, de traçabilité et de suivi des chaînes d'approvisionnement de minerais afin d'en garantir la conformité aux exigences nationales et internationales tout en préservant les droits des opérateurs légalement établis et des communautés locales. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par les consultations politiques menées par le président burundais Evariste Ndayishimiye, président de l'Union africaine à Bujumbura, avec le groupe d'opposants et certains responsables des églises. Des réactions diverses et controversées dans les milieux de croyants catholiques, consécutives à la prise de position de la SENCO sur les référendums et un éventuellement changement de la Constitution. Au plan administratif, le vice-premier ministre a fait le point sur les résultats de l'audit préliminaire des effectifs de la police nationale congolaise, de l'analyse de 157 886 dossiers recensés dans la base de données. 63 817 dossiers prioritaires ont été mis en évidence, correspondant notamment à des agents en position non active, présumés fictifs ou irréguliers, nécessitant un contrôle physique approfondi. Grâce aux solutions techniques déployées par le partenaire du gouvernement en charge de cette mission, l'intérêt financier du projet est particulièrement important. Sur la base des 63 817 effectifs prioritaires épinglés, les manques à gagner potentiels pour l'État en cas d'inaction sera estimé entre 8,32 millions de dollars et 19,42 millions de dollars le mois, soit environ 99,84 millions et 233 millions de dollars par année. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité pour finaliser les financements de cette opération de contrôle et d'octroi de cartes biométriques aux policiers et de son extension à travers le pays. Il s'agit d'un investissement stratégique de maîtrise des effectifs, de gouvernance administrative et de rationalisation de la masse salariale de la police nationale congolaise. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le point de la réunion du Conseil interprovincial de sécurité qu'il a tenue le 2 juillet 2026 à Kisangani avec les autorités provinciales et les membres de comités provinciaux de sécurité de la Tchopo, du Haut-Uélé, du Bas-Uélé, de l'Ituri et du Nord-Kivu dans une démarche de concertation, d'évaluation et d'harmonisation des réponses sécuritaires. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, faisant l'intérim du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale en mission, a passé en revue la situation opérationnelle et sécuritaire en revenant spécifiquement sur quelques points, notamment en ce qui concerne les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. Il a indiqué que nos forces armées continuent la défense vigoureuse de partis dans les théâtres des opérations face à l'emploi massif des drones ennemis
sur de cibles civiles, principalement dans les hauts plateaux de Minembwe dans la province du Sud Kivu. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leurs opérations de traque contre les ADF en territoire de Mambasa. Elles ont repris les contrôles du village de Tepe Pangoi en chefferie Babila Babombi, jadis occupé par les djihadistes ADF ISCAP. Au sujet de l'évolution de la situation humanitaire, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a fait le point de la situation humanitaire en République démocratique du Congo pour la période allant du 22 juin au 7 juillet 2026. Elle a évoqué chacun des cas et des situations ayant fait l'objet d'une alerte dans les mécanismes nationaux de veille opérationnels. Tous sont liés notamment au mouvement des populations suite au conflit, au choc humanitaire consécutif à la situation épidémiologique et au cas de naufrage survenu à Ilebo dans la province du Kasaï. Pour terminer, elle a présenté les rapports de sa mission d'évaluation et d'assistance humanitaire effectuée du 26 juin au 1er juillet 2026 dans les territoires de Mouchi, province du Maïndombe, au profit de 1445 ménages sinistrés à la suite de pluies diluviennes en septembre 2025. Ce qui illustre l'engagement du gouvernement à poursuivre sans désemparer sa mission d'apporter une assistance appropriée et coordonnée en faveur de populations affectées tout en évaluant constamment les besoins prioritaires en vue d'une réponse durable fondée sur les relèvements communautaires et le renforcement de la résilience de ces populations. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Pêche et Élevage, représentant les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale en mission à Bunia, a fait le point de la situation relative à la riposte contre la maladie à virus Ebola. Depuis le début de cette épidémie, jusqu'au 7 juillet 2026, le cumul des cas est de 1759 cas confirmés, dont 600 décès parmi les cas confirmés, soit une létalité de 34,1%. 750 malades sont pris en charge en isolement dans les centres de traitement Ebola, alors que le taux global de suivi de contact est de 80%. Ensuite, il a fait un gros plan sur la situation dans les Hautes-Uélé, où les activités de riposte ont été intensifiées à la suite de la confirmation d'un cas confirmé de maladie à virus Ebola, décédé lié à des contacts d'un cas confirmé dans la zone de santé de Niania en Ituri. Au sujet de la situation dans la province de la Chopo, un cas confirmé a été découvert chez une femme de 24 ans en provenance encore une fois de Niania en Ituri. Les cumuls est de 4 cas confirmés, dont 2 décès et 2 personnes prises en charge. Ces cas proviennent tous de Niania. Les activités des ripostes ont aussi été intensifiées. Avant de conclure, le point a été fait sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements du gouvernement en faveur du secteur de la santé à la suite des réunions tenues le 23 juin 2026 au ministère des Finances et le 7 juillet 2026 au ministère de la Santé publique. Les deux parties sont parvenues à un consensus sur plusieurs mesures prioritaires. Au titre des engagements du gouvernement, il a été convenu d'intégrer la totalité de la paye complémentaire dans l'état liquidatif à compter du troisième trimestre 2026, de procéder à l'alignement de 200 médecins, de prendre en compte en priorité les secteurs de la santé dans les opérations de mécanisation conduites par la fonction publique, d'accélérer le processus de la prise en charge des actes administratifs en faveur des médecins évoluant dans les régimes particuliers tels la police nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo et dans l'enseignement supérieur et universitaire, de poursuivre les processus d'assainissement du fichier de la paie. Les deux parties se sont engagées à examiner au mois d'août 2026 la question de l'alignement des autres catégories professionnelles du secteur médical. Compte tenu de toutes ces avancées, la coordination des syndicats de la santé a décidé de la levée de la grève. Note d'information relevant du secteur du plan. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, a fait le point au Conseil du nouvel indicateur Business Ready, Be Ready de la Banque mondiale en remplacement de l'ancien rapport Doing Business. Partant de l'évaluation 2025 de notre pays, qui avait obtenu une note de 63,61 pour le pilier relatif au cadre réglementaire,
soit un niveau supérieur à celui enregistré par plusieurs économies comparables. Il a souligné que cette performance témoigne des progrès accomplis dans la modernisation du dispositif juridique régissant l'activité économique. Toutefois, a-t-il rappelé, les principaux défis résident plus essentiellement dans la mise en œuvre effective des textes existants ainsi que dans l'amélioration des pratiques administratives. Tirant les principaux enseignements de cette évaluation, devant améliorer en 2026, les comités de pilotage du groupe thématique a déjà validé une feuille de route comprenant plusieurs mesures prioritaires dites Quick Wins devant impérativement être mises en œuvre avant le 1er septembre 2026, date de clôture de la collecte de données de la Banque mondiale. Elle consiste principalement à améliorer la qualité des services rendus par les administrations publiques ainsi que la disponibilité des informations destinées aux usagers. Le ministre d'État, ministre du Plan, a sollicité la mobilisation de l'ensemble du gouvernement autour de cette feuille de route afin de contribuer à améliorer les positionnements internationaux de notre pays dans l'évaluation Be Ready, à renforcer la conscience des investisseurs, à soutenir le développement du secteur privé et à accélérer la transformation structurelle de notre économie. Note d'information relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté la liste de biens, services et droits insaisissables en articulation avec le droit OHADA. Il a évoqué la nécessité d'une réponse normative cohérente, respectueuse du droit OHADA, de l'autorité des décisions de justice, de droits des créanciers et des impératifs de continuité du service public. Les orientations normatives envisagées ont été expliquées. Elles donnent un contenu opérationnel aux principes de protection fonctionnelle des biens publics tout en préservant les exigences du droit OHADA en matière d'efficacité, des voies d'exécution et des protections de droits de créanciers. Le point a également été fait sur les démarches structurantes envisagées et déjà engagées pour pallier cette situation. Ce sont des réformes qui poursuivent un objectif fondamental, préserver la continuité du service public, renforcer la sécurité juridique, protéger les finances publiques et consolider la crédibilité de la République démocratique du Congo dans l'espace OHADA. Les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour notamment appuyer les initiatives institutionnelles et normatives engagées en cette matière et instruire les ministères concernés de finaliser les instruments juridiques appropriés. Note d'information relevant du secteur de la pêche et de l'élevage. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a fait le point de la situation zoosanitaire préoccupante dans l'espace Grand Kasaï avec le cas le plus récent des réémergences d'une pathologie animale qui est signalée dans les territoires de Lusambo, province du Sonkourou, qui vient d'être frappée par la peste des petits ruminants occasionnant la perte de 315 caprins en 5 jours. Dans les provinces voisines Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, cette tendance prend également des allures alarmantes. La décimation du cheptel et de la volaille consécutive à des pathologies animales accentue la paupérisation de la population. En outre, la rage canine déclarée dans cette partie du pays nécessite d'être désamorcée, d'autant plus qu'elle a occasionné plus de 30 cas de décès au sein de la population. Au regard du caractère contagieux de certaines pathologies animales, qui demeurent une menace sanitaire de nature à déclencher d'énormes pertes socio-économiques, une solution globale et durable s'avère impérieuse pour assurer la survie du cheptel résiduel d'une part et sauvegarder les vies humaines d'autre part. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a insisté sur l'urgence de mener la deuxième phase de la campagne vaccinale contre les épizooties et de garantir la poursuite des campagnes vaccinales d'envergure nationale contre les pathologies animales. Note d'information relevant du secteur du genre famille et enfants. La ministre du genre famille et enfants a quant à elle entretenu le conseil sur 2 volets. Les premiers volets de son intervention portaient sur la résolution relative à l'amélioration du sort des femmes et des filles en milieu rural et sur la résolution instituant la Journée internationale des femmes et des filles autochtones adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies.
pour la République démocratique du Congo, ces résolutions offrent un cadre supplémentaire permettant de consolider les politiques nationales en faveur de l'égalité des sexes, de l'inclusion sociale, de la protection des groupes vulnérables et de l'atteinte des objectifs de développement durable. Sollicitant leur prise d'acte, la ministre du Genre, Famille et Enfants, les ministères sectoriels concernés ont été encouragés à intégrer les orientations de ces résolutions dans leurs politiques, stratégies, programmes et plans d'action. Au gouvernement, il a été recommandé de soutenir l'organisation annuelle de la Journée internationale des femmes et des filles autochtones, célébrée le 5 septembre, ainsi que les initiatives visant l'amélioration durable des conditions de vie des femmes et des filles vivant en milieu rural. Le deuxième point concernant l'organisation des activités de la Journée internationale de la femme africaine, à cette occasion, il est prévu l'organisation de la quinzaine de la femme africaine, un cadre intégré de sensibilisation, des plaidoyers d'action consacrés à la promotion des droits des femmes, à leur autonomisation économique, à la prévention et à la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi qu'au renforcement du leadership féminin. Les calendriers d'activités, placés sous les thèmes droits garantis, autonomisation durable pour toutes les femmes et filles en RDC, a été expliqué et les aspects organisationnels ont été passés en revue. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de notre pays en matière d'égalité de genre. Le Conseil a pris acte de cette note d'information, mais aussi de toutes celles qui ont été précédemment présentées. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 93e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 26 juin 2026. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 5 dossiers. 5 dossiers ont été soumis à l'examen du Conseil. Le premier dossier, relevant du secteur des transports, voies de communication et désenclavement. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements, a présenté au Conseil pour examen et adoption les dossiers relatifs au partenariat public-privé avec la société Mota Angel SA portant sur la ligne ferroviaire d'Ile-Kolwezi-Lubumbashi-Sakania, la composante congolaise du corridor de l'Ebito. Ces projets prévoient la réhabilitation complète de cette ligne ferroviaire et le développement de tout un écosystème à fort impact économique, financier, social et géostratégique autour du corridor de l'Ebito. Dossier relevant du secteur de l'agriculture. Les ministres d'État, ministres de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a soumis au Conseil pour examen et approbation 3 dossiers. Le premier dossier, portant sur les termes des références relatifs à l'organisation de la campagne agricole saison A 2026-2027 hémisphère sud et saison B 2026-2027 hémisphère nord. Cette campagne a pour objectif général la poursuite du processus pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire par la relance de la production des principaux aliments de base, essentiellement le maïs et le riz, et ainsi réduire les importations des denrées de première nécessité qui sont des grandes consommatrices des devises. Elle prévoit la poursuite et la sensibilisation des forces vives impliquées dans les secteurs agricoles sur la nouvelle vision, la distribution des semences, engrais, tracteurs et autres intrants sur l'ensemble du pays en vue de l'amélioration de la population des principales cultures vivrières, pérennes, maraîchères et en conséquence du vécu quotidien de population, l'accompagnement technique des producteurs sur terrain. Le deuxième point porté sur la demande d'examen d'une participation financière du gouvernement à la phase des études de faisabilité de 8 projets structurants du secteur agricole. Il s'agit de projets agricoles structurants à fort potentiel dans l'irrigation, la production agricole, la transformation agro-industrielle et la structuration des bassins de production. Avant toute décision d'investissement et des mobilisations des financements, des études de faisabilité complètes sont requises afin d'établir la viabilité technique, économique, financière, environnementale, sociale et institutionnelle de chacun de ces projets. Cette approche permettrait au gouvernement de disposer d'un portefeuille cohérent des projets agricoles bancables, susceptibles d'être soumis aux partenaires techniques et financiers dans les meilleures conditions.
Le troisième dossier a porté sur la relance des activités sémencières de centres d'amélioration, d'adaptation et de production des semences agricoles CAPSA dans le pays. Il s'agit d'une réforme structurante du système sémencier congolais en assurant l'adaptation, la production, les contrôles qualité, le stockage et la diffusion des semences améliorées. Ces centres devront constituer des leviers essentiels de la transformation de l'agriculture congolaise, compte tenu de l'évolution technologique et la nécessité d'intégrer les approches innovantes en production sémencière. Un renforcement du capital humain à travers un coaching pratique et continu est prévu plutôt que de formations ponctuelles. La synergie des parties prenantes permettra de renforcer durablement la souveraineté alimentaire, la résilience de producteurs et le développement économique et social du pays. Pour l'ensemble de ces dossiers, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, a sollicité et obtenu l'accompagnement du gouvernement. Les derniers dossiers soumis à l'examen du Conseil relevaient du secteur de l'environnement. La ministre de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat a soumis au Conseil pour examen et approbation les dossiers relatifs à la politique forestière nationale 2026-2035. Ces documents visent à répondre au défi de doter les pays d'un cadre stratégique cohérent et inclusif, de manière à assurer la gestion durable, équitable et intégrée des ressources forestières. Il répond à la nécessité de renforcer la gouvernance, la transparence et la durabilité du secteur, tout en maximisant sa contribution au développement économique et social du pays. La vision à l'horizon 2035 est celle d'une RDC où les forêts sont gérées de manière durable, contribuant à la lutte contre la pauvreté, à la résilience climatique et à la préservation de la biodiversité. Sa mise en œuvre exige un cadre institutionnel renforcé, une meilleure articulation d'une part entre les niveaux national, provincial, local et d'autre part entre les droits et les systèmes traditionnels fondés sur les coutumes locales et les principes modernes de gouvernance forestière, ainsi qu'une implication accrue des communautés locales et ou peuples autochtones, pygmées, jeunes femmes et personnes vivant avec handicap dans les processus de gouvernance des forêts. Elle appelle à la mobilisation des financements durables, publics et privés, et à la coopération régionale et internationale pour positionner la RDC comme pays solution face aux défis climatiques mondiaux. Après débat et délibération, ces dossiers ainsi que les 4 autres dossiers précédents ont tous été adoptés. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte. Projet des textes relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 16 juillet 2026. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Commencé à 15h31, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h15. Je vous remercie.